Et soudain, nous nous retrouvons seuls, au plus profond de l'hiver polaire. Pierre, Frédéric et Jean-Yves. Seuls, avec pour unique compagne, quelques rares mouettes dont les battements d'ailes viennent troubler le silence. Nous avons monté notre tente, fait chauffer de l'eau et préparé 3 bols de thé. Nous sommes heureux. Le rêve, c'est ça aussi. Trois jours plus tôt, le 1er mars, nous débarquions à Longyearbyen, capitale du Spitzberg, 2300 habitants. Ici, la population vit de l'exploitation de mines de charbon et de la pêche. Notre objectif, atteindre par nos propres moyens un front glaciaire de 40 km de long, la terre d'Olaf V. Pour cela, il nous faut rejoindre la côte Est, qui est totalement inhabitée en hiver, et progresser à ski sur la banquise. Après 2 heures de traversée, les scooters de neige nous déposent, nous et nos 180 kg de matériel, à la cabane d'Agard. Nous prenons rendez-vous avec nos pilotes pour dans 20 jours, même heure, même endroit. L'expédition peut commencer. Mais les conditions climatiques changent sans cesse. Avec une rapidité déconcertante, le ciel clair devient brouillard givrant. Et la neige poudreuse de longues plaques de glace. Autre surprise, le pack, c'est-à-dire la mer gelée, n'est pas l'ensemble blanc et plat que nous imaginions. Il nous faut zigzaguer sans cesse entre d'immenses blocs de glace qui se frottent, craquent, gémissent, avec un bruit sinistre. Nous avançons à ski de fond, traînant chacun une poulka, sorte de grande luge chargée de 60 kg de matériel. Nous progressons ainsi de 10 km par jour. Le soir, nous montons la tente. « 11 mars. La température est anormalement élevée pour la saison, moins 10 degrés. Ce matin, en franchissant un pont de neige, Frédéric évite le plongeon de justesse. Les 60 cm de glace ont cédé sous son poids et malheureusement son pied droit a pris l'eau. Il va geler progressivement sans que Frédéric ne s'en rende compte. 12 mars. Le vent a changé de direction. Jean-Yves a allumé le réchaud à essence et annonce qu'il fait moins 30 degrés dehors. Frédéric ne sent plus son pied droit. 13 mars. Nous avons atteint notre but, la terre d'Olaf V, soit près de 100 km en 10 jours de marche.
Pour l'occasion, nous sortons la dernière bouteille et 3 boîtes de crabes gelées. Nous amorçons le retour. « 15 mars. Pierre marche en tête. Le décor est superbe. Soudain, c'est la rencontre. Là, à 100 mètres devant nous, une énorme boule de poils jaunes crème. C'est un ours. Il avance. Il nous contourne pour se mettre au vent. Il n'est plus qu'à 30 mètres. Cela devient dangereux. Il faut l'éloigner. Frédéric lance un pétard. Mais manifestement, le bruit ne le trouble pas. Au bout de quelques longues secondes, il fait demi-tour, probablement incommodé par l'odeur de la poudre. Moins d'1 heure plus tard, Jean-Yves aperçoit une autre silhouette jaune à 300 mètres. Cette fois, il est beaucoup plus gros, près de 400 kilos. Il nous a vus. Et curieux, il avance à toute vitesse. Les cas d'attaque contre les hommes sont rares, mais ils tuent parfois quand ils ont faim ou quand ils se sentent agressés. Jean-Yves épaule sa carabine. Frédéric lui balance des pétards qui éclatent entre ses pattes. Il s'éloigne lentement, comme à regret. Il nous reste encore 5 jours de raid. Nous choisissons de rentrer par les vallées, c'est-à-dire par l'intérieur, loin de la côte. Tout de suite, les conditions changent. Nous circulons entre les montagnes dans une neige poudreuse qui ne facilite pas la glisse de nos traîneaux. « 18 mars. Surprise. Nous sommes dans un univers infiniment blanc où rien ne distingue la droite de la gauche, le haut du bas. Le brouillard ne se lève pas. Il faut quand même faire cap vers le sud, rejoindre la cabane de toute urgence car les vivres commencent à manquer. Après 5 heures d'effort, il faut se rendre à l'évidence. Nous n'atteindrons pas le dépôt. La boussole ne nous est plus d'aucun secours. Plus de points de repère. La neige n'en finit pas de tomber, le vent de souffler. 2 choses hantent notre esprit. La peur de nous perdre et la crainte de nous retrouver face à face avec un ours. Nous tournons en rond. Exténués, nous décidons d'installer la tente. Jean-Yves et Frédéric ont les mains gelées et ne peuvent aider Pierre à construire un mur de protection. L'attente commence. 19 mars. Visibilité nulle. À 4 heures, une rapide éclaircie nous permet de faire le point. Nous sommes coincés à 13 km de la cabane avec déjà une journée de retard. Il nous reste une plaquette de chocolat et un peu de thé. Nous sommes affamés et cette situation bloquée peut durer plusieurs jours. L'attente continue. 20 mars. La toile de tente s'est affaissée pendant la nuit sous le poids de la neige accumulée. Frédéric se faufile à l'extérieur. Par chance, le temps se lève. On distingue une montagne, puis une seconde. Le baromètre a entamé sa remontée.
Bientôt, c'est le beau fixe. Grande est notre surprise en découvrant l'endroit saugrenu où nous avons planté la tente. Le fond du lit d'une rivière, l'endroit le plus humide et le plus venteux qui soit. Cinq heures plus tard, nous atteignons la cabane d'Agarde, notre camp de base et ses 10 kilos de vivres. De retour à Paris, Frédéric sera hospitalisé 2 mois et amputé de 2 orteils. Le Grand Nord, c'est ça. Isolé, perdu dans son immensité glacée, on y apprend à survivre, mais encore plus sûrement à s'y mesurer avec soi-même. Nous y retournerons.